Authentique et humaine, elle parle avec franchise. Elle traite l'information avec rigueur et efficacité. Une approche fraîchement moderne de l'actualité. Isabelle Maréchal. Merci à tous ceux qui se joignent à nous pour cette émission de ce vendredi. Nous sommes le 2 mai. Je suis très heureuse d'être avec vous et de passer la matinée ensemble. Prenez un café, installez-vous. Oui, on va recevoir Matt Lang, le chanteur country qu'on adore, ce Québécois qui est en train de se construire une carrière incroyable sur la scène country nord-américaine. On va le recevoir en fin d'émission. Il lance une toune aujourd'hui. Plein de choses intéressantes aussi. On va parler de cancer et de nutrition. Je vais recevoir la comédienne que vous aimez beaucoup, Alix Lemay. Il va être question également du vous. Je vais vous demander si vous êtes partisan de ce retour au respect, au civisme. Et si vous, comme parents ou comme jeunes peut-être, est-ce que vous estimez que ce cadre est nécessaire justement pour qu'on parte toutes dans la vie avec les mêmes bases? Mais d'abord, je voulais qu'on revienne sur justement une petite fille qui n'a pas eu le luxe de grandir et d'être éduquée et c'est une histoire, moi, qui continue de me bouleverser. Je voulais qu'on en parle cette semaine parce que le 30 avril, c'était donc il y a 2 jours, cette semaine, là, ça faisait 6 ans. En fait, c'est le triste anniversaire de la mort de celle qu'on a surnommée la petite fille de Granby. Vous vous souvenez sans doute de cette histoire, une petite fille qui est morte dans des conditions atroces. Elle vivait chez son père. On l'a retrouvée enrubannée dans une pellicule de plastique. On a découvert sur son corps des marques de souffrance atroces, de sévices qui lui ont été faits par sa belle-mère, sachant que le père était témoin. Bref, une histoire, je vous passe les détails, c'est sûr que vous connaissez cette histoire. Il y a eu procès, bon. Ça a mis le doigt sur les grands manquements de la DPJ. Depuis, on en a eu tellement des dossiers de DPJ et encore cette semaine, voilà pourquoi je vous en reparle ce matin, encore cette semaine, il y a toute la question du processus de fouille complète dans les centres jeunesse, fouille à nu de jeunes, qui a amené le ministre Carman à dire, OK, on va encadrer ça, là. Bref, vous voyez que la DPJ est toujours au cœur de l'actualité. Je voulais qu'on en discute parce que qu'en est-il des droits de nos jeunes aujourd'hui? C'est une émission jeune. On va parler des jeunes. Hein? C'est important, les jeunes. On dit que c'est l'avenir. Apparemment que c'est l'avenir, les jeunes. Êtes-vous d'accord avec ça? Pour participer à notre discussion, 1-877-827-2346 et par texto 187 Radio. Nancy Audet est journaliste. Elle est conférencière. Elle a écrit plusieurs livres, dont ils s'appellent tous Courage, un cri du cœur pour les enfants de la DPJ. C'est une ex-enfant de la DPJ. Elle a été placée elle-même. Elle est aussi ambassadrice de la Grande Semaine des Tout-Petits. Merci, Nancy, d'être avec moi. Merci pour l'invitation. Quand tu as vu cette histoire de fouille à nu cette semaine qui est revenue dans l'actualité, fouille à nu sur des enfants, là, sur des jeunes, t'en as pensé quoi? Bien, ça fait plusieurs années que je dis que ce sont des pratiques qui sont Troublantes ouais. Et qui manquent d'humanisme. Je veux rappeler aux gens qui nous écoutent, puis parce que je me rends compte que les gens ne comprennent pas qui sont les enfants en centre jeunesse au Québec. Oui. Okay? Il y en a à peu près 2600 à travers la province. Il y a quelques unités de jeunes contrevenants. À Cité-des-Prairies, par exemple, sur toutes les unités, il y en a 4 de jeunes contrevenants. Le reste, ce sont des enfants, Isabelle, qui sont en protection. Oui. Ce sont des enfants qui ont vécu de la maltraitance et on doit les protéger, on doit les réhabiliter. Ils ont besoin de soins spécialisés. Il y a des enfants qui ont subi des agressions sexuelles, de la violence corporelle, de la négligence grave, qui ont vécu des années en contexte de violence conjugale, puis qui ont un stress post-traumatique. Ce sont ces enfants-là qui sont en centre jeunesse. Donc, c'est sûr que quand on me dit qu'il y a eu, par exemple, en 2022, 5700 fouilles à nu sur ces enfants-là, moi, je trouve ça profondément troublant. Je ne suis pas la seule. À nu. Cool. Je veux dire, et quand on sait que parmi ces enfants-là, moi, j'en connais un personnellement qui a eu une fouille à nu à 14 ans, sa première fouille à nu, puis qui a pleuré toutes les larmes de son corps. Il était humilié.
Mais quand tu connais le parcours de ce jeune-là, quand tu sais qu'il a été agressé sexuellement dans l'enfance, tu comprends que ça réveille chez lui un grave traumatisme. Et la Commission des droits de la personne, des droits de la jeunesse, déjà, en 2017, disait qu'on avait des pratiques qui n'étaient pas adaptées du tout aux besoins de ces enfants-là. Ça fait longtemps qu'on lève le drapeau rouge, mais c'est comme s'il n'y a personne qui décide là, de s'asseoir et de dire hey, on va encadrer ça, puis on va s'assurer que ça cesse, parce que ça a monté en flèche. Hein? Les mesures répressives ont monté en flèche. Pourquoi? Et tu l'as très bien dit tout à l'heure, la majorité des enfants qui sont placés sous la protection de la jeunesse ne sont pas des contrevenants, ne sont pas des jeunes qui ont commis des délits, là. Parce qu'on n'arrête pas de me dire, oui, mais ils sont dangereux. Hey, moi, ça me fait tellement mal au cœur quand j'entends ça, parce qu'on a stigmatisé ces enfants-là. On n'arrête pas de parler de leurs problèmes de comportement, mais on ne parle jamais de ce qui les a menés là, à se retrouver en centre jeunesse. C'est difficile, Isabelle, de vivre dans une petite unité avec 10, 12 enfants qui ont subi des traumatismes, qui ont des symptômes vraiment graves de ce qu'ils ont traversé. Puis on n'a pas fini, là, parce que le DPCP, là, le directeur des poursuites criminelles et pénales, là, a publié il y a un mois un rapport, là, je ne sais pas si vous l'avez lu, mais les actes violents envers les enfants au Québec ont explosé dans les dernières années. C'est plus de 2000 enfants l'année dernière qui ont subi des violences corporelles, des voies de fait armées. Dans leur famille. Dans leur famille. Ouais. Donc, ces enfants-là vont avoir besoin de protection. Tu sais, la fillette de Granby, tu en as parlé en début d'émission. Elle, là, elle était constamment mise en isolement chez elle. Elle était enfermée dans sa chambre. On lui faisait des contentions. Hein. Quand elle est décédée, on l'a trouvée, elle était dans une chemise attachée, contentionnée. Cet enfant-là, elle s'était retrouvée en centre jeunesse parce qu'elle n'est pas la seule à vivre ça. Malheureusement, on a beaucoup de jeunes d'enfants en centre jeunesse qui ont traversé des choses comme ça. Bien, imaginez si elle était en centre jeunesse et que là, on la met encore en isolement à répétition, on la contentionne, on lui fait des fouilles à nu. C'est ça qu'elle aurait traversé. Pouvez-vous imaginer à quel point ça aurait réveillé en elle tous ces traumatismes, tout ce qu'elle avait vécu? Bien, c'est ça qu'on fait subir à ces enfants-là. Moi, je voulais qu'on rende hommage à cette petite fille parce que à jamais, elle va rester la fillette de Granby. Là, on ne dit pas son prénom non plus. Hein. Toi, je sais que tu connais Nancy, tu connais très bien la famille, tu connais la grand-mère, qui avait lutté d'ailleurs pour avoir les droits de garde de sa petite fille, puis la DPJ l'a varlopé, on peut dire ça comme ça. Tu connais la mère. Moi, j'ai surtout rencontré sa maman. Oui, c'est ça. Qu'on avait dépeint comme une femme qui avait des troubles de... On avait dit qu'elle était déficiente intellectuelle légère. J'avais lu beaucoup de choses sur elle. Puis finalement, quand je suis arrivée devant elle, j'ai fait le saut. Parce que c'est une femme brillante, allumée, qui est bien sûr brisée par la vie, mais c'est une femme qui aime profondément ses enfants, qui aimait profondément sa petite fille et qui a levé souvent les drapeaux rouges. Là, plusieurs fois, elle les a avisés qu'elle voyait des marques chez sa petite fille, qu'elle était en danger. On ne l'a jamais écoutée. On avait même envoyé une lettre justement à la CDPDJ, à la Commission des droits de la personne, des droits de la jeunesse, leur disant « Ses droits sont lésés, il va arriver quelque chose de grave » et malheureusement, on n'a pas agi dans ce dossier-là. Tu sais, tu as dit, on ne dit pas son nom. Moi, c'est quelque chose qui m'affecte beaucoup. Parce que même dans la mort, on n'a pas le droit de parler d'elle et de l'appeler par son prénom. Pourquoi on n'a pas le droit? Parce qu'on dit que c'est pour protéger ses frères et sœurs, protéger la fratrie. Je le comprends. Mais on dirait son prénom en même temps. Mais en même temps, je trouve que ça nous garde une distance avec elle. Fait que ça, je sais pas, moi, j'aimerais ça qu'on puisse la nommer. Oui. Je trouve qu'elle mériterait qu'on dise son nom puis qu'on se rappelle d'elle, pas juste parce qu'elle a été violentée de façon épouvantable, mais parce que c'était une petite fille extraordinaire, Isabelle. Je veux vous le dire à matin. Okay? Moi, j'ai vu des photos, j'ai vu des vidéos, le beau sourire, les yeux brillants. Je l'ai vue chanter avec son micro. Elle était pleine de vie avant qu'on l'arrache à sa grand-mère, avant qu'on prenne des décisions qui ne faisaient aucun sens, puis qu'on l'envoie chez son père et sa belle-mère, qui lui ont fait subir des choses épouvantables. C'était une petite fille intelligente, brillante, qui allait bien. Puis elle était... Moi, je ne reviens pas comme elle était courageuse, cet enfant-là. Moi, je voudrais qu'on rende hommage à son courage parce qu'elle a essayé de sauver encore et encore, même la nuit de son décès, là, à 1h du matin,
elle était nue, là, elle s'est sauvée par la fenêtre. Hey, t'as 7 ans. Imaginez, là, vous avez un enfant là, de 7 ans, c'est tout petit encore. Tu sais, moi, ma fille, elle a 9 ans, puis j'ose pas imaginer à 7 ans de l'avoir grimpé, sortir par sa fenêtre au beau milieu de la nuit, nue, pour aller chercher de l'aide. À quel point elle était courageuse. En détresse. À quel point elle était en détresse. Tu as raison, mais courageuse aussi, Isabelle. Oui, pour tellement. dire, hey, je vais continuer à me battre. Moi, là... C'est l'instinct de survie. C'est faux. Qui l'a forcé à s'enfuir de chez elle dans ces conditions-là. Puis le voisin, pensant bien faire, l'a ramené à la maison parce qu'on ne sait pas trop ce qui se passe chez le voisin. Donc, le voisin l'a ramené, ou la voisine, puis bref... Mais je te disais ça parce que j'aimerais ça qu'on s'inspire du courage de cet enfant-là pour dire au Québec, là, on va faire preuve de courage. On va revoir nos pratiques à la DPJ parce que ça ne fonctionne pas. On traverse encore une crise. Tu le sais, Isabelle, tu as couvert tellement de dossiers sur la DPJ. On va avoir le courage de prendre les bonnes décisions pour les enfants. Oui, il y a un auditeur, Pierre de Saint-Lazare. Merci de votre texto au 187 Cube Radio. Pierre, il dit « Faire une fouille à nu sur un enfant, là. » Comment on appelle ça? Bon, lui, il dit, est-ce qu'on peut appeler ça, à la rigueur, même un viol des droits de l'enfant, d'une certaine façon? Ben, c'est interdit. C'est ça, c'est interdit. Ben, écoute, tu me permettras de présenter notre prochaine invitée. On voulait inviter Maître Mylène Leblanc, justement, puisqu'elle est avocate en droit de la jeunesse, pour faire le point là-dessus. Entre autres, Maître Leblanc, merci beaucoup d'être là avec nous ce matin. Une fouille à nu sur un enfant, un jeune mineur. Que dit la loi là-dessus? Bon matin, Madame Maréchal, puis merci de l'invitation. Ce que dit la loi par rapport aux fouilles, bon, mais premièrement, c'est des mesures d'exception. Ça doit avoir un caractère imminent, donc il faut qu'il y ait une dangerosité imminente pour l'intégrité physique ou psychique de la personne chez qui on fait une fouille, sans distinction si elle est mineure ou majeure. Et en plus, dans un contexte de centre de réadaptation, on se dit que non, ce ne sont pas des jeunes contrevenants, on parle vraiment d'enfants qui sont placés via la loi de la protection de la jeunesse en centre de réadaptation, qui vont aller dans des unités réadaptatives. Donc, ce qu'il faut entendre, le terme légal réadaptation, c'est un soin, là. On offre un soin de santé psychologique, de réadaptation comportementale à ces enfants-là. Donc, moi, ce que j'ai lancé comme question cette semaine, c'est qu'est-ce que c'est la plus-value réadaptative de fouiller à nu, parce qu'il y a différents types de fouilles, mais à nu, un enfant qui va se faire réadapter. Alors, ce que la loi dit, j'ai pas vu dans la loi que ça permettait de faire des fouilles à nu. Beaucoup vont clamer, c'est pour des questions de sécurité. Bien, moi, je leur répondrais un peu grand bien vous fasse, mais la sécurité, quand on est rendu à faire des fouilles à nu sur des enfants, je pense qu'il faut se mettre un stop puis se dire, oups, si je pense qu'un enfant entre une arme dans un pavillon réadaptatif, ce n'est plus du ressort de la DPJ et ce sera du ressort, par exemple, des policiers. On tombe dans une autre ligue parce que, prenons le comparable d'un hôpital. Moi, j'ai jamais entendu personne qui va se faire soigner à l'hôpital et qui va finir fouillé à nu aux urgences parce qu'on soupçonne qu'il y a une arme. Vous comprenez l'analogie? Mais non, mais c'est ça, j'allais vous demander, maître, qu'est-ce qu'on cherche, Mylène? Tu sais, on cherche quoi? Puis quand on dit, moi, cette semaine, quand je lisais là, ce qu'entre autres, c'est le député Clich-Rivard qui entre autres, a mis le point, qui a fait ressortir un peu l'histoire que finalement, il n'y avait toujours pas de directive claire, que c'était un peu le foutoir total. Puis que, écoute, le nombre que tu as nommé tout à l'heure, Nancy. 5700. 5700, on parle de fouilles complètes? Sur 2600 enfants au total, là. Ça veut dire que s'il y en a qui se font fouiller plus qu'une fois, là? Plus qu'une fois, mais ça veut dire qu'en moyenne, c'est plus de 2 fouilles par enfant. Mais là, on cherche quoi sur énorme. Des enfants, sur ces jeunes-là? Tu sais, des armes...
à l'entrée, c'est à l'entrée. Quand est-ce qu'on fait ça? J'essaie de comprendre qu'est-ce qui justifie tout ce fonctionnement. Puis quand vous dites, Mylène, la réadaptation, moi, ça me fait tiquer parce que réadapter des enfants, ça sous-entend dans la façon de le dire que c'est l'enfant qui est inadéquat. Alors que Nancy O'Dell a très bien expliqué d'où viennent ces enfants. On les enlève de familles dysfonctionnelles où ils sont victimes et on les place sous la protection du gouvernement, sous notre protection donc à tous, on est tous responsables, right? On est tous responsables. Puis là, on va les réadapter. C'est comme si on disait qu'ils étaient déficients d'une certaine façon. T'sais? Il y a quelque chose là-dedans, moi, qui me choque là, dans la façon de l'expliquer. C'est très choquant. Puis aussi, réadaptation, tu sais, ça fait écho aux écoles correctionnelles. Oui, exact. On envoyait nos adolescents en école de correction ou ce genre d'institution-là. Mais ce qui est super frappant, c'est qu'imaginez-vous, moi j'ai des enfants, vous en avez aussi, chez moi, là, si mon adolescent ou mon adolescente entrerait chez moi et je le soupçonne d'avoir de la drogue sur lui, imaginez que moi, je fouille mon adolescent, je lui dis, tu vas déshabiller, je vais tenir une serviette, tu vas te pencher, je vais regarder sous tes... Dans tes parties génitales. Oh, mon Dieu. Etc. Ben, ça serait un code DPJ, Mylène. Ben oui. Mettons que la voisine est au courant de ça, là. Elle appelle la DPJ parce que ça se peut pas. Mais c'est un très bon exemple. On permettrait pas ça aux parents. L'ado raconte ça à l'école, c'est sûr qu'il y a un signalement. Oh mon Dieu, tellement! Hey, tu tires un peu le bras de ton enfant, puis tu te fais convoquer, puis peut-être qu'on appelle les services sociaux, là. Donc, pourquoi on fait subir ça à des enfants qui ont subi de la maltraitance? Ah, mais moi, là, j'en reviens juste pas. Je n'en reviens juste pas. Moi, je trouve que ça devrait être interdit. Ça devrait. Moi, ce que j'ai demandé, tu sais, puis je l'ai demandé, je ne comprends pas pourquoi les adolescents se font fouiller à nu. Il y a différents types de fouilles. Moi, si on me dit, il y a par exemple un détecteur, un arche, à la limite un chien dépisteur, tu sais, on peut se dire, OK, il y a quand même, tu sais, une modulation. Mais une fouille à nu, c'est quoi la modulation? C'est quoi le caractère réadaptatif? Pourquoi, tu sais, les instances, ceux qui sont responsables, ne peuvent pas dire, ben, on met un moratoire là-dessus? Parce que ça, c'est des pratiques là, qui datent. Il y a le rapport Batcha, là, c'était en 75-76, si je me trompe pas. C'était une fouille à nu d'un enfant. C'est incroyable au niveau, tu sais, si on fait les comparaisons avec le milieu psychiatrique, ben, je ne vais pas me tromper, je crois que c'est l'ONU ou l'Organisme de la santé, l'Organisme mondial de la santé qui dit que il y a un caractère de torture, un caractère, ça n'a aucun sens de faire ça. Puis là, on le fait sur des enfants au Québec en 2025. Fait que, et là, pourquoi pas être courageux puis demander un moratoire sur cette pratique de fouille à nu? Complètement. La fouille à nu, oui. Complètement. Et là, le ministre Lionel Carman, donc interpellé cette semaine là-dessus, dit qu'il va déposer d'ici la fin de la session parlementaire des directives pour uniformiser le processus de fouille complète en centre jeunesse, qui est aussi une recommandation du rapport de la Commission des droits de la personne et de la jeunesse, le fameux rapport Laurent. Mais moi, je pense qu'il faut aller plus loin, comme Maître Mylène Leblanc vient de nous le dire. Il faut absolument mettre un moratoire. C'est-à-dire que jusqu'à temps là, qu'on essaye de voir est-ce que c'est bel et bien nécessaire, Nancy O'Dell, n'est-ce pas? On n'en fait plus, là. Puis normalement, là, si tu penses qu'il n'y a pas des détecteurs de métal à l'entrée des... Quand tu arrives à Cité des Prairies, que tu sois un jeune contrevenant ou pas, hein, en arrivant, tu as un détecteur de métal. C'est vraiment pareil comme en prison. Et tu n'as même pas le droit d'entrer de la nourriture. J'avais même pas le droit d'offrir un muffin parce que, non, il y a de la drogue là-dedans. Donc, déjà, les mesures de contrôle sont intenses pour ces jeunes-là à cet endroit-là. Dans d'autres centres, il y en a moins. Mais on vous l'a dit dans les dernières années, il y a une pénurie au niveau des intervenants, au niveau des agents d'intervention aussi. On a vu ça. Il y en a de plus en plus jeunes, pas toujours formés comme il faut, d'ailleurs. Je connais une adolescente qui est arrivée à 17 ans d'une fugue et l'agent d'intervention lui a dit « Je vais te faire une fouille à nu ». Puis elle lui a dit « Ben non, t'es un homme, puis t'as juste 23 ans, t'es à peine plus vieux que moi ». Elle s'est mise à pleurer, elle trouvait ça dégradant.
Puis on lui a dit, ben non, tu vas te déshabiller, là, tu sais. Puis elle a été obligée de le faire? Mais oui, elle a été obligée de le faire. Puis elle est très marquée par ça, cet enfant, cette jeune femme-là. Je lui ai parlé hier, j'ai passé un moment avec elle. Puis quand on parle de ça, c'est de raviver des blessures qui sont profondes pour elle. Hey, c'est une très mauvaise comparaison, mais juste pour que les gens se mettent dans la peau un peu. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé à l'aéroport, tu sais, quand mettons là, que tu allumes, des fois, là, la lumière rouge s'allume, là, tu as une fouille. C'est une fouille juste tactile, là. Ça n'a rien à voir même. C'est pas une fouille complète, on te demande pas de te pencher, puis on va pas jouer dans ta petite culotte. Heureusement, s'ils faisaient ça, je pense que je virais folle. Faudrait sans doute m'arrêter parce que j'aurais une grosse réaction, tu comprends? Mais même le fait de te faire toucher, puis encore là, c'est par une femme en général, aux douanes, et qu'on n'aime pas ça. C'est comme, tu sais, on se sent comme... Très intrusif. C'est très intrusif, là. Alors, imaginez ce que vivent nos jeunes. On va s'arrêter là-dessus. Maître Leblanc, regardez ça. On revient bien sûr avec nos deux invités. Je veux te dire qu'il y a André de Québec qui nous écoute. Lui, l'histoire de la petite fille de Granby, ça lui arrache le cœur. Il trouve ça tellement triste. Il y a également un autre André, celui-là de Montréal, qui dit, moi, je suis un gros bonhomme de 51 ans. Cette histoire-là, ça me fait fondre en larmes. Comment peut-on faire ça à une enfant? Il y a Audrey de Saint-Hubert qui dit « Tout acte qui fait en sorte que la DPJ entre dans nos vies devrait être interdit en centre jeunesse. Les enfants sont là pour recevoir de l'aide, pas pour être encore plus marqués par la vie, encore plus traumatisés. Ne vous gênez pas pour nous faire part de vos commentaires comme ça. C'est important, puis ça nous permet de tous ensemble de voir qu'on est tous d'accord. À un moment donné, si tous les gens sont d'accord sur une chose, il y a un consensus pour dire ce genre de pratique envers nos jeunes, envers nos enfants qui ont des droits, on le rappelle, si on est tous d'accord pour dire que ça n'a pas de bon sens, bien, ça n'a pas de bon sens, fait qu'on arrête ça. Il me semble que c'est simple. 187 Cube Radio, si vous voulez témoigner de vive voix, 1-877-827-2346. Je sais qu'il y a des centaines des milliers même, parce que j'en reçois régulièrement, pas autant que toi, Nancy, là, mais des gens qui m'écrivent. Là, c'est un dossier qu'on a beaucoup suivi là, depuis les derniers mois, cette émission. Et je sais que beaucoup de gens ont besoin d'aide, se sentent tout seuls par rapport à cette espèce de grosse patente qu'est la DPJ. Alors, ne vous gênez pas pour profiter de cette occasion qu'on a ce matin de témoigner. Il y a un texto également qui rentre qui dit « Merci de dénoncer, de parler au nom de ces enfants. Ça n'a aucun bon sens ce que fait certaines DPJ. » On revient tout de suite après ceci.